On va aborder maintenant une autre stratégie pour évaluer les incertitudes de mesure qui repose uniquement sur des évaluations dites de type A, c'est-à-dire des données expérimentales à partir desquelles on va pouvoir extraire des écarts types. Alors, pour être sûr dans un contexte donné que toutes les causes d'incertitude varient, c'est très compliqué. Prenons un exemple très simple. Si je mesure des masses et que je répète 1 milliard de fois les mesures de ma masse dans le même endroit, je ne vais pas voir s'exercer l'incertitude que j'ai sur le coefficient d'accélération locale de la pesanteur, puisque mon G restera mon G. J'aurais beau répéter mes mesures 1 million de fois, ça n'aura pas fait varier G. Pour faire varier G, il faut que je fasse mes mesures à un autre endroit. Donc ça, c'est grosso modo le principe de ce qu'on appelle les comparaisons interlaboratoires. L'idée, c'est quoi? C'est on prend un objet. Dans le cas des essais destructifs, on prend des objets réputés stables et homogènes. Alors évidemment, on s'en assure. Et ces objets, on les envoie être mesurés dans différents laboratoires qui vont donc utiliser normalement des modes opératoires sensiblement identiques, mais surtout des opérateurs différents, une façon de mettre en œuvre le processus de mesure peut-être différent, des conditions climatiques différentes, des instruments de mesure différents. Donc on a tout un tas de facteurs qui diffèrent d'un laboratoire à l'autre, qui font que globalement, on va pouvoir avoir une évaluation de notre incertitude de mesure globale en regardant la dispersion confondue de tous les laboratoires. Donc là, l'idée, je redis, simple, on prend des objets, on les envoie soit successivement dans différents laboratoires si c'est un objet physique, par exemple ce qu'on peut faire sur des comparaisons interlaboratoires sur machines à mesurer tridimensionnelles, ou alors des échantillons préparés réputés homogènes qu'on envoie en étoile à différents laboratoires. Et donc chaque laboratoire, le labo 1, par exemple, on va lui demander de faire 3 mesures au jour 1, puis 3 mesures au jour 2. Au labo 2, on va lui demander la même chose. Alors, on ne lui impose pas le jour, mais on lui dit que sur 2 jours différents, on va répéter 3 mesures du même objet, quand c'est possible, quand on a assez d'échantillons. Et grâce à ça, et une technique qu'on appelle l'ANOVA, on va pouvoir déterminer, en regardant la dispersion de chaque jour et de chaque laboratoire, quel est l'effet de répétabilité des mesures. Évidemment, pour mélanger tout ça, on s'assure que la dispersion observée dans chacun des laboratoires et chacun des jours est statistiquement identique. Et une fois qu'on a vu cette répétabilité, on va pouvoir par exemple déterminer si oui ou non il y a un effet jour, c'est-à-dire que est-ce que la mesure est impactée par le jour où je la réalise. Et puis au-delà, on va pouvoir mesurer s'il y a un effet laboratoire, c'est-à-dire si le résultat de mesure est dépendant ou pas du laboratoire. Donc ces méthodes-là sont décrites exhaustivement dans les normes ISO 5725. Ces normes-là contiennent 6 fascicules, donc elles sont assez compliquées, elles sont très statistiques, elles sont beaucoup calculatoires. Mais sachez qu'il existe des solutions expérimentales pour déterminer un certain nombre d'effets, sous réserve de prendre certaines dispositions qui sont clairement, qui sont énoncées dans la série des normes. Après, il y a un petit effort intellectuel et théorique pour comprendre toutes les nuances et toutes les complexités et tout ce que peut nous apporter un tel outil dans l'analyse des incertitudes de mesure.